Comme on a peu de temps, j'en profite pour présenter Vincent Grandjean pendant qu'il installe la machinerie. Donc, Vincent Grandjean est doctorant à l'Université de Neuchâtel, où il travaille en métaphysique du temps dans le cadre du projet européen Diaphora, sous la direction du professeur Fabrice Correia. Il a obtenu son bachelor en philosophie et histoire et son master en philosophie à l'Université de Neuchâtel. En tant qu'élève de l'École normale supérieure, il a également obtenu le diplôme de l'ENS et un master 2 de philosophie contemporaine à l'EHESS. Il a passé le semestre de printemps 2016 à l'Université de New York et l'année académique 2017-2018 à l'Université de Barcelone. Et dans tes recherches, Vincent, tu tentes principalement de réconcilier l'intuition d'une asymétrie entre futur ouvert et passé fermé avec les meilleures théories physiques. Voilà. Donc, je te laisse la parole. Bonjour, je suis très honoré d'être ici devant vous et je remercie à mon tour le professeur Claudine Tiercelin, Jean-Baptiste Guillon et Alexandre Declos pour leur invitation. Alors, mon intervention s'intitule « La métaphysique comme science de la réconciliation ». Alors, de quelle réconciliation parlons-nous ? Eh bien, avant tout, de la réconciliation entre nos intuitions, c'est-à-dire la façon dont nous appréhendons pré-théoriquement le monde, et nos meilleures théories scientifiques, en particulier la théorie de la relativité et la mécanique quantique. Alors, pourquoi une telle réconciliation est-elle nécessaire ? Eh bien, parce que nos meilleures théories scientifiques sont le plus souvent profondément contre-intuitives. Elles contrastent radicalement avec ce que nous pensons ordinairement savoir au sujet du monde. Alors, dans mon intervention, je prendrai quelques exemples en lien avec la notion de temps, d'une part parce que c'est mon objet d'étude, j'écris une thèse sur l'ouverture du futur, et d'autre part parce que c'est sans doute au sujet du temps que le contraste entre intuition et science se manifeste le plus vivement. Alors, l'étude de ces exemples me conduira à me prononcer sur ce qui, selon moi, devrait être la préoccupation première des métaphysiciens, à savoir la préservation de notre double rapport, intuitif et scientifique, au monde, et sur la meilleure façon d'y parvenir. Donc voici le plan auquel je resterai fidèle. Donc après un bref exposé sur la façon dont le temps nous apparaît, sur pourquoi cela contraste avec ce que nous disent nos meilleures théories scientifiques, je m'intéresserai à une intuition en particulier, à savoir l'intuition que le passé est fermé, tandis que le futur est ouvert. Je montrerai notamment qu'une caractérisation ontologique de cette intuition, pour autant qu'on la prenne au sérieux, est souhaitable, quand bien même cela semble trahir ce que nous dit la physique. J'exposerai ensuite une stratégie pour réconcilier cette caractérisation ontologique de notre intuition avec la physique contemporaine, puis tenterai de voir dans quelle mesure cette stratégie pourrait être généralisée et, pourquoi pas, se muer en véritable programme métaphysique. Allons-y. Alors, lorsque nous réfléchissons au sujet du temps, nous n'avons pas de définition qui nous vient immédiatement à l'esprit, comme le veut le célèbre mot de saint Augustin. Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais. Si je cherche à l'expliquer à celui qui m'interroge, je ne sais plus. Cependant, et Augustin en convient, certaines caractéristiques du temps nous apparaissent spontanément. Tout d'abord, le temps s'écoule de façon uniforme et universelle. Il nous semble en effet que, peu importe où l'on se trouve, une seconde, c'est une seconde. Si deux amis se séparent, l'un part vivre à la montagne, l'autre en plaine, et qu'ils se retrouvent après plusieurs années, il nous semble qu'il se sera écoulé autant de temps pour l'un que pour l'autre. L'un n'aura pas plus vécu que l'autre. Ensuite, le présent est un instant commun à tous. En particulier, il nous semble parfaitement sensé de téléphoner à une amie partie à New York pour lui demander ce qu'elle fait maintenant. Indépendamment de la question du décalage horaire, il nous semble qu'elle et moi pouvons avoir des activités simultanées.
Par exemple, pendant que je passe l'aspirateur, elle visite le musée Guggenheim. Enfin, il y a une différence fondamentale entre le passé et le futur. Le passé est fixé ou fermé, tandis que le futur est ouvert. Par exemple, lorsque nous pensons à des événements passés, tels que la défaite de Waterloo ou l'extinction des dinosaures, nous avons l'impression qu'ils sont définitivement fixés. Si demain je me rends sur le champ de bataille de Waterloo, il n'y a aucune chance, même si toute une armée m'accompagne, que je parvienne à modifier l'issue de la bataille historique. À l'inverse, lorsque nous pensons à des événements futurs, tels que la conquête de Mars ou la découverte d'un remède contre le cancer, eh bien, nous avons l'impression que tout n'est pas joué. Par exemple, si je fais un don important à l'Institut Marie Curie, j'ai le sentiment de pouvoir influencer positivement la recherche et peut-être, qui sait, de permettre, ou du moins de précipiter la découverte d'un remède contre le cancer. Donc ces trois caractéristiques du temps, mais j'aurais pu en mentionner d'autres, ne nous sont pas communiquées par des théories scientifiques, loin s'en faut, mais par nos intuitions. Elles résultent de la façon dont nous appréhendons pré-théoriquement le monde. Et ce sur quoi j'aimerais insister, c'est que ces intuitions ne sont pas de simples préjugés susceptibles d'être révisés, mais régissent fondamentalement notre rapport au réel. Elles permettent notamment d'expliquer bon nombre de nos attitudes au quotidien. Par exemple, avoir des regrets ne fait sens que si le passé est fermé. Si j'avais la possibilité de revenir en arrière et de ne pas me disputer avec mon frère, contrairement à ce qui s'est passé la semaine dernière, je n'aurais aucune raison d'éprouver des regrets au sujet de cette dispute. De même, prendre une décision ne fait sens que si le futur est ouvert. S'il était déjà fixé que demain j'irai travailler, alors je ne pourrais pas prendre la décision d'embarquer dans le premier avion pour Bali. Bien. Le problème, c'est que la science, en particulier la physique contemporaine, conteste ces trois caractéristiques du temps et, par là même, contredit nos intuitions. Donc, premièrement, Einstein comprend, d'ailleurs bien avant que les horloges ne soient suffisamment précises pour le mesurer, que le temps s'écoule plus lentement à certains endroits et plus vite à d'autres. Pour reprendre mon exemple précédent, si deux amis se séparent, l'un s'installe à la montagne, l'autre en plaine, et qu'ils se retrouvent après plusieurs années, celui qui a vécu en plaine aura moins vécu que celui qui a vécu en montagne. Pourquoi ? Eh bien parce que la Terre, qui est très massive, déforme la trame de l'espace-temps de sorte qu'elle ralentit le temps dans son voisinage. Et étant donné que les montagnes sont plus éloignées du centre de la Terre que la plaine, le temps est davantage ralenti en plaine qu'en montagne. Deuxièmement, le présent n'est pas un instant commun à tous. Pourquoi ? Eh bien parce que pour que deux événements soient présents, il faut qu'ils soient simultanés. Or, ce que nous dit la relativité restreinte déjà, c'est que la simultanéité est une relation qui n'est pas absolue. En ce sens, deux événements peuvent être perçus comme étant simultanés par un observateur et comme étant temporellement distants par un autre observateur. De ce fait, la question « Que fait mon ami à New York en ce moment, ou pendant que je passe l'aspirateur ?» ne fait aucun sens, dans la mesure où cette question présuppose un temps commun qui n'existe pas. Troisièmement, aucune asymétrie d'ouverture entre le passé et le futur n'est constatée en physique. En particulier, ni le modèle de l'univers bloc, privilégié par les physiciens, ni les lois de la physique ne reflètent d'asymétrie susceptible de justifier notre intuition. Tout d'abord, l'univers bloc, impliqué donc par la théorie de la relativité, est un modèle quadridimensionnel comprenant 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle qui représente tous les temps comme autant de parts égales de réalité, c'est-à-dire sans faire de distinction entre eux. Tout comme des localités spatiales, telles que Greenwich Village ou la ville de Milan existent, bien qu'elles ne soient pas situées ici
à Paris, les temps passés, les temps futurs existent, bien qu'ils ne soient pas situés maintenant à 15h30. Donc, typiquement, dans ce modèle, la victoire des Alliés et la conquête de Mars, donc deux événements instantanés représentés par les points B et C, existent avec le même degré de réalité, au même titre que les objets et les personnes passées et futures, donc ici Jean Jaurès, représenté par le vert temporel A. Donc en résumé, le modèle spatio-temporel privilégié par les physiciens ne reflète aucune différence entre l'espace et le temps, qui suggérerait que, contrairement à l'espace, le temps serait de nature asymétrique. De même, les lois fondamentales de la physique, qui sont réversibles dans le temps, ne reflètent aucune asymétrie entre le passé et le futur. En ce sens, si vous regardiez un match de football enregistré sur une cassette vidéo, je me rends compte que mes exemples sont un peu vintage, mais faites l'effort. Donc si vous regardiez un match de football enregistré sur une cassette vidéo et que vous rembobiniez la cassette, les images que vous verriez défiler sur votre téléviseur seraient conformes aux lois de la physique. Typiquement, les lois de l'électrodynamique sont réversibles dans le temps, au même titre que les lois de la mécanique de Newton, celles de la gravité relativiste d'Einstein et celles de la mécanique quantique d'Heisenberg, Schrödinger et Dirac. Donc, comme l'écrit David Albert, qui est un philosophe de la physique important, « The unbreaking of a glass can be no less in accord with the laws of Maxwellian electrodynamics than the breaking of a glass is. And the spontaneous eating of a soup can be no less in accord with Maxwellian electrodynamics than its spontaneous cooling is. And the coming of use can be no less in accord with Maxwellian electrodynamics than its passing is. » Donc là encore, au niveau des lois, il n'y a pas d'asymétrie. Alors à ce stade, j'aimerais anticiper une objection qui m'est souvent adressée, à savoir qu'il serait faux de dire que toutes les lois de la physique sont réversibles dans le temps, puisqu'il y a la thermodynamique et sa fameuse deuxième loi, qui prescrit l'augmentation de l'entropie. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais étant donné qu'il est devenu très à la mode de recourir à cette deuxième loi pour expliquer à peu près toutes nos intuitions au sujet du temps, je suis obligé d'en dire un mot. Tout d'abord, il n'est pas clair que cette loi présuppose une asymétrie dans le temps. Selon Brown et Huffing, la deuxième loi de la thermodynamique, en tout cas selon les formulations les plus rigoureuses, par exemple la formulation de Kelvin, régit seulement la relation de quelques variables au niveau d'équilibre et ne mentionne pas l'irréversibilité des processus. Celle-ci est obtenue par d'autres hypothèses. Deuxièmement, et plus important encore, même dans l'hypothèse où la thermodynamique, via sa deuxième loi, présuppose une asymétrie dans le temps, cela ne fournit pas d'explication fondamentale quant à savoir pourquoi le passé nous apparaît fermé et le futur ouvert. Il faut bien comprendre que la thermodynamique est une science phénoménale, c'est-à-dire qu'elle quantifie sur des valeurs telles que la température, la pression, le volume, la chaleur, l'entropie, qui ne sont pas fondamentales, mais interviennent au niveau macro du fait du comportement d'un très grand nombre de particules. Or, le comportement de ces particules est régi par les lois de la mécanique quantique qui, en tout cas selon les interprétations standards, sont réversibles dans le temps. Dès lors, même en admettant que la deuxième loi reflète une asymétrie, ce qui, encore une fois, peut être questionné, cela ne fait que repousser le problème. Qu'est-ce qui fonde la symétrie temporelle en thermodynamique? Je referme cette parenthèse. Bien, une fois que l'on a constaté le conflit entre intuition et science, la question qui se pose, c'est comment résoudre ce conflit? Alors, dans l'histoire de la philosophie, il y a généralement deux façons très différentes de procéder qui ont été privilégiées. Donc, la première consiste à se détourner de la science pour se concentrer exclusivement sur nos intuitions. Alors, cette façon de procéder a pu prendre plusieurs formes. Par exemple, certains ont opté pour la phénoménologie et analysent les phénomènes, l'expérience vécue et la structure des faits de conscience. D'autres ont choisi une métaphysique descriptive et s'interrogent sur la structure de nos pensées.
Enfin, certains philosophes ont préféré la philosophie du sens commun et raisonnent à partir de jugements communément tenus pour vrais. La deuxième façon de résoudre le conflit entre intuition et science consiste à se détourner des intuitions pour se concentrer exclusivement sur la science. C'est sans doute la façon de faire la plus commune en philosophie des sciences, en particulier en philosophie de la physique. L'idée principale est que le rôle de la philosophie est seulement d'interroger les concepts et les principes utilisés dans les théories scientifiques, sans tenir compte de la façon dont le monde est très théoriquement appréhendé. Il y a aussi une certaine métaphysique qui se détourne des intuitions, celle qui se donne pour seule mission de combler les lacunes des théories scientifiques. Par exemple, lorsque les physiciens éprouvent des difficultés à discerner l'image que la mécanique quantique renvoie du monde, comme l'admet notamment Richard Feynman dans son article de 82, ce serait le rôle, et même l'unique rôle de la métaphysique, de produire des notions, telles que celle d'indétermination quantique, pour remédier à la situation. Donc, pour être franc, aucune, même si j'ai caricaturé un peu les choses, mais aucune de ces deux options ne me paraît satisfaisante, dans la mesure où je n'ai envie de me détourner ni de la science, ni de nos intuitions. D'une part, je ne crois pas que l'on puisse aboutir à des résultats concluants, en particulier en philosophie du temps, en ignorant ce que les scientifiques ont à nous dire. Pourquoi ? Eh bien parce que, pour autant que l'on ait quelques aspirations réalistes, c'est-à-dire pour autant que l'on souhaite contribuer à l'explicitation de la structure du réel, nous, les philosophes, et eux, les physiciens, parlons de la même réalité. Et de ce seul fait, nous ne pouvons pas délivrer de discours contradictoires. D'autre part, je pense qu'il n'est pas non plus souhaitable de délaisser nos intuitions. Tout d'abord parce qu'elles garantissent un espace de réflexion proprement philosophique, il n'y a pas de risque d'empiéter sur les plates-bandes de la physique, mais aussi parce qu'elles ont fait leurs preuves dans le passé, si je puis dire. Je mentionne rapidement deux exemples fameux issus de deux domaines philosophiques distincts. Donc, premièrement, en épistémologie, ce qui a permis aux philosophes d'abandonner la définition classique de la connaissance au profit de définitions plus élaborées, c'est l'intuition que, dans les fameux cas Guettier, on peut avoir une croyance vraie et justifiée sans pour autant avoir de connaissance. Cette intuition a, en son temps, profondément bouleversé notre pratique de l'épistémologie. Deuxièmement, en philosophie morale, ce qui a permis aux philosophes de dépasser une forme, disons, naïve d'utilitarisme de l'acte, c'est l'intuition qu'il n'est pas moralement bon de prélever 5 organes chez un patient en bonne santé pour sauver 5 autres patients en danger de mort, quand bien même cela maximiserait le bien-être général. Là encore, ce sont nos intuitions qui, d'une certaine façon, nous ont permis d'avancer dans le débat. Ces deux exemples montrent que nos intuitions jouent un rôle décisif dans des domaines aussi divers que l'épistémologie et la philosophie morale, et a priori, je ne vois pas pourquoi il en irait autrement pour la métaphysique. Maintenant, ce n'est pas parce que je ne souhaite renoncer ni à la science, ni à nos intuitions, que tout espoir de résoudre le conflit entre intuition et science est définitivement perdu. Au contraire, je pense qu'il existe une troisième voie, sans doute plus exigeante, mais aussi plus intéressante pour résoudre ce conflit, celle de la réconciliation. Alors cette troisième voie, j'ai pour habitude de la décomposer en 3 étapes. Dans un premier temps, il s'agit de produire une caractérisation philosophique rigoureuse de nos intuitions. Comment ? Eh bien, en tenant compte de la phénoménologie et du sens commun pour cerner au plus près les différentes façons dont une intuition, telle que celle de l'écoulement du temps ou de l'ouverture du futur, peut se manifester. Dans un deuxième temps, il s'agit d'élaborer une théorie ou un modèle qui rend justice à nos intuitions. L'idée principale est d'améliorer, voire de systématiser notre rapport pré-théorique au monde en utilisant les divers outils à notre disposition, tels que la logique formelle et certains concepts métaphysiques, comme celui de fondation. Enfin, dans un troisième temps, il s'agit de réconcilier cette théorie ou ce modèle avec nos meilleures théories scientifiques en proposant une description de la théorie ou du modèle qui respecte les principes fondamentaux de la physique, tels que, par exemple, l'absence d'une relation absolue de simultanéité.
Alors, étant donné que tout cela doit paraître un peu abstrait, je me propose de prendre un exemple et d'étudier le cas de la troisième intuition que j'ai évoquée en début d'exposé, à savoir l'intuition que le passé est fermé et le futur ouvert, et donc de voir dans quelle mesure cette intuition peut être caractérisée, modélisée, puis réconciliée avec nos meilleures théories scientifiques. Donc, première étape, la caractérisation. De quelle façon se manifeste l'intuition que le passé est fermé et le futur ouvert? Eh bien, je crois que l'on peut identifier au moins trois façons. Premièrement, le passé nous apparaît totalement déterminé. Par exemple, il est déterminé que Napoléon a perdu la bataille de Waterloo et que les dinosaures ont disparu, tandis que le futur nous apparaît partiellement indéterminé. Il est déterminé que je mourrai un jour, mais il est indéterminé si le premier astronaute à poser le pied sur Mars sera une femme. Deuxièmement, il nous semble que nous ne pouvons pas agir sur le passé. Ce qui est fait. Tandis que nous pouvons agir sur le futur. Par exemple, en nous comportant de façon écologiquement responsable ou en faisant un don à l'Institut Marie Curie. Enfin, troisièmement, nous pouvons nous demander comment le passé s'est déroulé. Par exemple, qu'est-ce qui est arrivé à John Kennedy, tandis que nous pouvons nous demander non seulement comment, mais également si le futur se déroulera. Par exemple, notre monde existera-t-il encore dans 1000 ans? Maintenant, on peut pousser la caractérisation encore un peu plus loin et nous demander quelle est la nature de la symétrie reflétée par notre intuition que le passé est fermé et le futur ouvert. En particulier, on peut se demander si cette asymétrie est de nature purement épistémique. Nous connaissons simplement mieux le passé que le futur. Métaphysique, il est totalement déterminé comment le passé s'est déroulé, mais partiellement indéterminé comment le futur se déroulera. Ou encore ontologique, il y a des faits à propos du passé, mais aucun fait à propos du futur. Alors pour ma part, je pense qu'une caractérisation ontologique de la symétrie doit être préférée, car elle me semble supérieure en termes d'intelligibilité et de pouvoir explicatif. Alors, voyons ça plus en détail. Première hypothèse, la symétrie reflétée par notre intuition est un phénomène purement épistémique. On pourrait le penser. Après tout, c'est vrai, nous pouvons savoir beaucoup plus de choses au sujet du passé qu'au sujet du futur. Par exemple, si je souhaite savoir qui a remporté le prix Nobel de physique l'an dernier, ou si John Kennedy a été tué un mardi, je peux me référer à mes souvenirs ou consulter un livre ou Internet si ma mémoire est défaillante. A l'inverse, je n'ai aucun souvenir de qui gagnera le prix Nobel de physique l'an prochain, aucun livre me renseignant sur le genre du premier astronaute sur Mars. Alors bien sûr, je peux formuler un certain nombre de suppositions sur la façon dont le futur se déroulera, mais il ne s'agit là que de suppositions, à la fois incertaines et provisoires. Ainsi, selon cette première hypothèse, l'asymétrie entre le passé et le futur ne concernerait pas la nature du temps, mais reflèterait seulement le fait que, s'il nous est possible d'acquérir un large savoir au sujet du passé, le futur, quant à lui, demeure largement inconnaissable. Alors, le principal avantage d'une caractérisation purement épistémique de la symétrie est dialectique. Cela permet d'expliquer pourquoi la physique échoue à l'identifier. En effet, étant donné que ni le modèle de l'univers bloc, ni les lois de la physique ne reflètent d'asymétrie entre le passé et le futur, il est commode de dire que c'est parce que cette asymétrie n'est pas fondamentale, mais qu'elle se situe en réalité dans notre esprit. Et donc, qu'il ne revient pas, qu'il revient peut-être à la psychologie de l'identifier, mais certainement pas à la physique. Cependant, il y a au moins deux objections que l'on peut diriger à l'encontre de cette façon de voir les choses. Tout d'abord, ce n'est pas parce que la physique échoue pour l'instant à identifier un phénomène que ce phénomène n'est pas fondamental. Pendant des siècles, les physiciens ont échoué à identifier les quarks, mais cela n'a pas empêché certains philosophes antiques, tels que Leucippe, Démocrite ou Épicure, d'affirmer, à juste titre, semble-t-il, je vais laisser de côté les questions de réalisme, la way function, donc d'affirmer à juste titre que le monde est fondamentalement composé de particules élémentaires. Donc comprenez-moi bien, je ne nie pas qu'au siècle dernier, les physiciens ont fait des découvertes extraordinaires au sujet du temps. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils ont découvert tout ce qu'il y avait à découvrir. Voyez ? Deuxièmement,
Dans l'hypothèse où la symétrie ne concerne pas la nature du temps, encore reste-t-il à expliquer pourquoi nous avons un accès épistémique privilégié au passé plutôt qu'au futur. Le problème, c'est qu'il est très rare de trouver ce genre d'explication dans la littérature. La plupart du temps, la question est simplement éludée. Bon, pour être honnête, on peut trouver quelques explications qui convoquent notamment des notions de thermodynamique, mais comme je l'ai indiqué précédemment, elles ne sont pas satisfaisantes. Donc, pour ces deux raisons, je pense qu'il n'est pas souhaitable de réduire la symétrie entre passé fermé et futur ouvert à sa dimension épistémique, et qu'il faut proposer une caractérisation plus fondamentale de cette asymétrie, qui permettait ultimement d'expliquer pourquoi nous savons effectivement plus de choses au sujet du passé que du futur. Deuxième hypothèse, la symétrie est métaphysique. Il est totalement déterminé comment le passé s'est déroulé, partiellement indéterminé comment le futur se déroulera. Alors l'indétermination doit ici être comprise comme un fait brut. Parfois, il y a plusieurs états entre lesquels le monde se trouve à son niveau le plus fondamental, de sorte qu'il est indéterminé lequel de ces états sera actualisé. Par exemple, il y a un état où le premier astronaute sur Mars est un homme, un autre état où le premier astronaute sur Mars est une femme, et le monde est comme bloqué entre ces deux états. Alors, le principal avantage de cette caractérisation métaphysique est sa robustesse. Elle décrit l'asymétrie entre le passé fermé et le futur ouvert comme étant une caractéristique du monde et non pas seulement de notre esprit, et permet ainsi d'expliquer pourquoi nous avons un accès épistémique privilégié au passé plutôt qu'au futur. En effet, on ne peut pas savoir plus de choses au sujet du futur que ce qui est déjà déterminé à son sujet. Cependant, et en dépit de cette qualité indéniable, je pense que l'on peut adresser au moins deux objections à l'encontre de cette deuxième hypothèse. Premièrement, cette caractérisation n'est pas très intelligible. En particulier, on comprend assez bien ce que cela signifie pour un être humain d'être indéterminé ou indécis à propos de ce qu'il fera demain. Par contre, il est beaucoup moins évident de comprendre ce que cela signifie pour la réalité d'être indéterminé ou indécis à propos de ce qui se passera demain. Alors, je sais qu'il y a eu quelques tentatives d'expliciter cette idée, notamment en termes de monde possible, mais disons que ces tentatives occupent une région très ténue de l'espace logique. Deuxièmement, il y a un sens radical dans lequel le futur peut être dit ouvert qui échappe à cette caractérisation. Le temps pourrait s'arrêter soudainement. Après tout, si l'on prend au sérieux les eschatologies des trois monothéismes, ou alors le scénario scientifique du Big Crunch, il se pourrait que le temps ne s'écoule pas indéfiniment, mais au contraire qu'il y ait un dernier moment du temps, si je puis dire. Le problème, c'est que cette caractérisation métaphysique de la symétrie, étant donné qu'elle traite l'ouverture du futur comme un cas d'indétermination entre plusieurs états, présuppose qu'il y ait plusieurs états, et par conséquent ne peut pas rendre compte de la situation où il n'y a simplement plus d'états parce que le temps s'arrête. D'accord ? Ces deux objections suggèrent que la symétrie entre le passé et le futur, passé fermé et futur ouvert, devrait être caractérisée autrement. En particulier, on pourrait conserver l'idée que l'ouverture du futur est une forme d'indétermination, parce que quelque chose qui semble juste dans cette idée, mais cette indétermination ne devrait pas être exprimée en termes de blocage de la réalité entre différents états, mais plutôt en termes d'absence ou de non-existence de faits ou d'états à propos du futur. Donc c'est ma troisième hypothèse. La symétrie est ontologique. Il y a des faits à propos de ce qui s'est passé, mais aucun fait à propos de ce qui se passera. Alors, cette hypothèse a été originellement développée par C.D. Broad en 1923 dans un des livres qui m'a sans doute le plus marqué pendant mes études. Je ne peux pas résister à l'envie de vous en projeter un extrait. Malheureusement, c'est en anglais, parce que je crois que le livre n'a jamais été traduit. Bon. Donc Broad écrit « Nothing has happened to the present by becoming past, except that fresh slices of existence have been added to the total history of the world. The past is thus as real as the present. On the other hand, the essence of a present event is not that it precedes future events, but that there is quite literally nothing to which it has the relation of precedence. The sum total of existence is always increasing, and it is this which gives the time series a sense as well as an order. » Donc pour Broad, le présent est une sorte de passerelle ontologique
à travers lesquels les événements doivent passer pour devenir réels et toujours rester ainsi. Alors la position de Broad mériterait d'être détaillée et plus longuement discutée parce qu'elle pose un certain nombre de difficultés, en particulier en ce qui concerne les vérifacteurs des vérités futures. Nous sommes souvent arrachés les cheveux avec Frédéric Neff sur cette question. Mais disons que pour cette présentation, ce qui m'intéresse, c'est avant tout le fait que cette position offre une véritable conception alternative de l'indétermination. S'il est indéterminé, si le premier astronaute sur Mars sera une femme, c'est notamment parce que la réalité est telle qu'il n'y a pas de fait à ce propos. D'accord ? Alors je précise d'emblée, la non-existence de faits à propos du futur ne suffit pas à elle seule à garantir l'ouverture du futur. Dans un monde physiquement déterminé, c'est-à-dire dans un monde où les états passés et présents du monde plus les lois de la nature nécessitent tous les états futurs, le futur est fermé, peu importe qu'il y ait ou non des faits à propos de ce qui va arriver. Cependant, à supposer que nous vivions dans un monde qui n'est pas complètement physiquement déterminé, ce qui, au regard des récents résultats de la physique, n'est pas complètement implausible, alors la non-existence des faits à propos du futur permet, selon moi, de caractériser adéquatement ce que nous entendons par ouverture. En tout cas, cette caractérisation comporte au moins deux avantages de poids. Voilà. Premièrement, elle est intelligible et respecte le sens commun selon lequel les faits à propos du futur n'existent pas, tout simplement parce que le futur n'a pas encore eu lieu. Par exemple, si je dis qu'il est ouvert si mon équipe de football préférée remportera le match demain, ce que je signifie, c'est que ni la victoire ni la défaite de mon équipe n'existent pour l'instant. Après tout, le match n'a pas encore eu lieu. Je ne signifie pas que la victoire et la défaite de mon équipe existent, mais que le monde est comme bloqué entre deux. Et encore moins que le score du match est déjà fixé, mais que je dois attendre demain pour le connaître. D'accord ? Deuxièmement, cette caractérisation ontologique permet d'exprimer l'ouverture dans toutes ses manifestations, y compris les plus radicales. Typiquement, étant donné que cette caractérisation ne présuppose pas l'existence de faits à propos du futur, elle semble particulièrement bien adaptée pour exprimer l'idée que le temps pourrait soudainement s'arrêter. Après tout, dire que le temps pourrait soudainement s'arrêter revient à dire que, compte tenu de l'histoire du monde jusqu'au temps T, il se pourrait qu'il n'y ait jamais aucun temps qui succède à T. Et à supposer que l'ouverture du futur puisse se manifester en ce sens radical, il apparaît très clairement que seule une caractérisation de l'ouverture qui ne présuppose pas l'existence de temps postérieur à T peut en rendre compte. Donc pour ces différentes raisons, il me semble préférable de caractériser ontologiquement la symétrie reflétée par notre intuition que le passé est fermé, le futur ouvert. Maintenant, deuxième étape, il s'agit de trouver un modèle susceptible d'accueillir la symétrie passé fermé, futur ouvert sous sa caractérisation ontologique. Le problème, c'est que les deux principaux modèles de la structure temporelle du monde, à savoir l'univers bloc, que j'ai déjà présenté, et le modèle présentiste dont nous avons parlé, qui ne reconnaît l'existence que du présent, sont deux modèles symétriques. C'est-à-dire qu'ils accordent le même statut ontologique au passé et au futur. Dans le cas de l'univers bloc, le passé, à la fois le passé et le futur existent, et dans le cas du modèle présentiste, ni le passé ni le futur n'existent. Par conséquent, aucun de ces deux modèles ne paraît à même d'accueillir notre asymétrie ontologique. Il semble donc que nous devions trouver un modèle alternatif qui comporterait une structure asymétrique. Or, à cet égard, nous pourrions nous inspirer de ce qu'a écrit Sidi Broad dans l'extrait que j'ai projeté tout à l'heure et imaginer un modèle qui reconnaît l'existence du passé et du présent, mais pas celle du futur, et qui grandit à mesure que de nouveaux événements viennent s'ajouter à lui. Alors ce modèle existe, il a été développé de différentes manières et est traditionnellement appelé growing block, ou modèle du bloc en expansion. Donc ce modèle est généralement présenté comme un hybride. Il s'accorde avec l'univers bloc sur le statut du passé et avec le modèle présentiste sur le statut du futur. Maintenant, le problème est que, si l'on s'en tient à ce que Broad a écrit, le modèle du bloc en expansion n'est pas compatible avec la physique.
Par exemple, Broad parle de présent comme d'un instant commun à tous, alors que, comme il a été montré, cette notion présuppose une relation absolue de simultanéité qui est rejetée par la théorie de la relativité. Donc, dans une troisième étape, où l'on cherche à réconcilier notre modèle avec nos meilleures théories scientifiques, il s'agit de produire une description du bloc en expansion qui respecte les principes fondamentaux de la physique. Alors, comme vous l'imaginez, c'est un travail extrêmement compliqué, qu'il est difficile de résumer. Néanmoins, dans les 2 dernières slides qu'il me reste, j'aimerais évoquer avec vous les principaux axes de ma démarche. Tout d'abord, l'idée est de s'inspirer du modèle quadridimensionnel des physiciens et de construire quelque chose de semblable, c'est-à-dire comportant 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle, mais qui admet une frontière au-delà de laquelle rien n'existe. La frontière en rouge, donc sur le schéma à droite. En outre, ce modèle, contrairement à l'univers bloc, est dynamique, c'est-à-dire qu'il grossit à mesure que de nouveaux événements viennent à l'existence. C'est ce qui est représenté par la flèche verticale. Donc, typiquement, dans le modèle du bloc en expansion, la victoire des Alliés, représentée par le point B, et Jean Jaurès, représenté par le vert temporel A, existent, mais pas la conquête de Mars. Ensuite, l'idée est de proposer une description du bloc en expansion qui ne présuppose pas de relation absolue de simultanéité et qui fasse donc l'économie de la notion de présent. Alors, je pense qu'une telle description est possible grâce notamment à 2 principes introduit par Tim Williamson dans son livre Modal Logic as Metaphysics, pour décrire ce qu'il appelle le permanentisme, mais qui est ontologiquement équivalent à l'univers bloc. Alors, en suivant Williamson, ce qu'on pourrait dire, c'est que l'univers bloc, eh bien, c'est la conjonction des principes P1 et P2, qui respectivement disent que tout ce qui existe a toujours existé, et que tout ce qui existe existera toujours. Ce qui a pour conséquence que tout ce qui existe, existe toujours. À partir de là, on peut exprimer les autres modèles de la structure temporelle du monde, simplement en niant l'un ou l'autre de ces 2 principes. Et typiquement, le modèle du bloc en expansion, c'est la conservation de P2, tout ce qui existe existera toujours, et la négation de P1 au profit de P1 étoile pour tout temps T à T. T n'a jamais existé dans le passé. Ce qui a pour conséquence que pour tout temps T à T, aucun temps ne succède à T, soit exactement ce que signifiait Broad. À noter que le présentisme, pour l'exprimer, il suffirait de rejeter P1 et P2. Donc cette façon de décrire les modèles de la structure temporelle du monde comporte 2 avantages. D'une part, elle est neutre et élégante. Aucun modèle n'est privilégié et aucune notion obscure n'est mobilisée. Et d'autre part, elle permet de faire l'économie de la notion de présent et par là même d'entretenir l'espoir d'une réconciliation entre notamment le bloc en expansion et la science. Donc de façon condensée, voici les principales questions auxquelles nous avons répondu durant cette présentation. Comment résoudre le conflit entre intuition et science? Eh bien, en optant pour la réconciliation. Comment caractériser la symétrie entre le passé fermé et le futur ouvert? Eh bien, par l'ontologie. Il y a des faits à propos du passé, mais aucun fait à propos du futur. Quel est le meilleur modèle pour accueillir une asymétrie ontologique entre le passé et le futur? Eh bien, le modèle du bloc en expansion. Et comment réconcilier le modèle du bloc en expansion avec nos meilleures théories scientifiques? Eh bien, grâce notamment à une description williamsonienne du bloc en expansion qui ne recourt pas à la notion de présent. Je vais conclure en disant que j'apprécie particulièrement le fait que mon intervention soit programmée cet après-midi entre celle de Jean-Baptiste Guillon, qui se préoccupe essentiellement de sens commun, et celle de Baptiste Le Bihan, qui se préoccupe surtout de physique, comme vous le constaterez, parce que mon but, c'est précisément de faire le pont entre ces 2 façons de pratiquer la métaphysique. Je vous remercie.